qui est niveau MVP. Hello, comment ça Ouais, va? salut. Ça va et toi, Romain? Ça va? C'est bon? Pas de problème de son cette fois-ci? On Pas est de nickel, problème de son, normalement on est nickel là sur ce. on devrait être disponible, c'est bon? Ouais, non, nickel, c'est bon. Bon, je suis content. Oui, bonjour à toutes et à tous déjà, pour ceux qui nous découvrent en live sur Twitch et sur YouTube ou en rediffusion. Si on est parti pour le deuxième MLS Show de la Week 2, donc de la saison 2024 surtout. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu voir le live, le MLS Show la semaine dernière sur Twitch, il a été diffusé, mais malheureusement, on a eu un problème de rediffusion. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le rediffuser sur YouTube. On s'en excuse. En tout cas, on est bien présent cette semaine et on a un programme chargé. Un peu moins de matchs à débriefer, mais tout autant de qualité. D'abord, au sommaire de l'émission, on va parler de l'Inter Miami qui a été victorieux et sans pitié dans le derby floridien. Ensuite, on va parler Toronto qui sera dans le début, qui est en tout cas dans le début du nouvel ère. On l'espère pour eux parce que c'est plutôt bien parti. New York Red Bulls, donc l'autre New York, pas celui de City, mais celui des Red Bulls, a fait une victoire avec panache à Houston. On va en parler, on va en débriefer. Et enfin, Montréal, le petit club Frenchy, mine de rien, ou francophone, a décroché sa première victoire de la saison et notamment la première victoire pour notre coach Laurent Courtois, notre coach français. Et on a désormais deux coachs français, mine de rien, en MLS. Et ça nous fait plaisir avec des belles équipes et du beau jeu C'est produit. ça, on espère surtout des fortunes similaires hein, pour les deux. On espère que Laurent Courtois Ah oui, marche sur les pas de Wilfried. je suis d'accord. Je suis d'accord et on l'espère fortement. Thomas, je pense on peut débuter. On va lancer notre toute première slide. La première slide, elle va être surtout sur l'Inter Miami. L'Inter Miami qui a gagné 5-0 dans le derby de Orlando en Floride, dans le derby de Floride, pardon, face à Orlando à domicile. Écoute, c'était un match qu'on attendait, qu'on avait coché dès le début de la saison sur le calendrier. Et ils nous ont fait très forte impression. Et une équipe en face qui a été très décevante aussi, c'est clair. On va pas oublier de le souligner. Voilà, l'Inter Miami c'est simple, qui menait 3-0 à la mi-temps, sans conteste, qui a littéralement étouffé, écrasé son adversaire d'Orlando, notamment par un doublé de Luis Suarez au bout de 10 minutes de jeu sur une double passe décisive de la recrue Julian Gressel, recruté en tant que free agent de la part de Tata Martino cet été. Et quelle recrue! Quelle recrue en effet. On se posait surtout la question de son positionnement. Il a été positionné dans le milieu à 3 depuis le début de saison. On n'avait pas encore vu ses qualités à l'œuvre. Ben, il a profité d'un derby, d'un match à enjeu pour éclabousser la rencontre de son talent lui aussi. C'est clair. Et puis, bon, forcément, l'homme qu'on va parler dans ce derby, c'est la superstar, c'est Luis Suarez. On avait dit qu'il n'avait pas encore fait une prestation qu'on attendait de lui à l'Inter Miami. Bon, bah, il a répondu présent ce week-end. On a mis 2 fois 2. Pourquoi? Car il a marqué 2 buts. Ok, c'est bien. D'abord, il a mis son équipe à l'abri. Et ensuite, il a délivré 2 passes décisives. Une pour Robert Taylor, pleine d'altruisme, hein, où il aurait pu aller signer tout seul son triplé. Non. Luis Suarez a délivré une très belle passe décisive pour son coéquipier, le Finlandais, à la 29e minute. Et ensuite, pour son collègue, j'ai même envie de dire, de toujours, Lionel Messi, à la 57e minute. Et même le dernier but de Messi, c'est un beau cafouillage où franchement, on aurait pu assister à une passe décisive à la base. Enfin bon, c'était un peu n'importe quoi. Le dernier, il était très drôle. Moi, j'ai bien rigolé devant. Ouais, c'est vraiment le match référence pour Luis Suarez, hein. Comme tu l'as dit, lors du dernier MLS Show, on en a parlé. On attendait cette prestation-là de sa part. On l'avait trouvé emprunté avec beaucoup de mal à combiner avec ses coéquipiers.
Sur ce match-là, il s'est transformé à la fois en buteur, il s'est mis en passeur. Tout le collectif a régalé. La confiance est également de mise. Donc, non, non, vraiment une victoire 100% maîtrisée du début jusqu'à la fin de la part de Miami. On a même une slide sur Luis Suarez pour prouver son efficacité. J'ai essayé de mettre en avant le peu de ballons touchés qu'il a eu, mais les occasions franches et qu'il a directement pu convertir. On peut voir 67 minutes de jeu, donc oui, le score était déjà plié, il y avait déjà 5-0, donc c'est normal que son coach Tata Martino l'ait sorti à la place de Leonardo Campagna pour pas risquer de blessure. On sait qu'il est encore fragile. Donc seulement 2 tirs cadrés, 2 buts et 2 passes décisives en seulement 31 ballons touchés, dont 13 passes réussies, dont 2 passes décisives, dont une pour Lionel Messi. Euh, il a aussi sorti 4 passes clés, un centre, et il a créé 3 occasions à lui tout seul. C'est tout simplement, ouais, Suarez a un niveau clairement galactique, ça on peut le dire. Ce qui m'a assez bluffé, c'est d'abord, surtout le premier but, c'est une belle passe décisive. Franchement, c'est une conversion à la Luis Suarez comme il sait faire. Et tu sais qu'au début, la première passe décisive de Gressel, je croyais que c'était Lionel Messi, tu sais, qui avait fait ce petit ballon piqué par-dessus la défense. Franchement, je me suis dit, et ça, c'est du Messi tout craché, il n'y a que lui pour faire ça. Et non, en fait, c'était Gressel et ça m'a bien étonné. Et le deuxième but, je pense que c'est un but à la Suarez tout craché, tu vois. Franchement, son altruisme, la frappe premier poteau comme ça, sèche, d'un coup, il n'y en a pas beaucoup qui la réussissent comme ça, tu vois. Et ça fait partie des attaquants de classe mondiale et il en fait partie forcément. Il en fait partie, forcément, et il a, je pense, tenu à le rappeler hein, pour tous ceux qui le critiquaient. T'as raison, t'as tout dit. Hein. Ce qui me frappe le plus, c'est surtout son instinct. C'est vraiment Mais c'est un buteur. son instinct du buteur. C'est sur la frappe. La balle, elle vient. Il la prend quand même. Elle vient de Ouais, l'extérieur du pied. Et la balle, elle part en pleine lucarne. Il laisse aucune chance à un gardien. Galese, qui est un des meilleurs gardiens du championnat. Donc, non, non, franchement, c'est une performance qui peut-être va laisser place à plusieurs autres performances de haut niveau sur le long de la saison pour Miami. Et c'est un point positif pour eux parce qu'on attendait du coup que Un voilà, grand coup. Là, on ils ont attendait marqué un grand coup. voilà. On attendait Orlando à un très très haut niveau cette saison. Pour le moment, ils sont décevants, mais attention, c'est que le début de la saison. Il faut qu'ils intègrent aussi également Luis Muriel, hein, qu'on a très peu vu, qui a été totalement transparent. Et puis, oui, Facundo Torres, faut qu'il se remette dans le bain, etc. Puis surtout, c'est la défense floridienne qui a eu des grosses lacunes de ce côté-là. Mais bon, on les a vus très très solides l'an dernier, deuxième de leur conférence. C'est vrai que c'est la première fois qu'on les voit aussi fébriles. Mais bon, je pense que vu ce qu'on a vu l'an dernier, on devrait pas trop s'inquiéter, devrait lancer la machine petit à petit. Mais attention, une défaite comme ça dans un derby, ça peut faire mal à la tête dès le début de la saison et il va falloir vite se réveiller, en tout cas pour Orlando. Euh, pour conclure sur l'Inter Miami, on attendait une victoire pleine de maîtrise et de confiance. Elle a enfin été là. Oui, oui, elle a enfin été là. Ils se sont mis dans les meilleures conditions très rapidement dans le match. On a senti que voilà, ils arrivaient à récupérer des ballons assez hauts qui leur permettaient d'avoir des transitions rapides. Moi qui disais que justement ce point-là peut pêcher du côté de l'Inter Miami, sur ce match-là, ils nous ont montré qu'ils étaient capables d'aller chercher haut et qu'une fois que t'as de l'espace pour faire tes attaques rapides avec la qualité des joueurs que tu as devant, forcément ça va faire mouche et c'est ce qui s'est passé du côté de Miami avec un match qui va peut-être leur permettre de lancer leur saison et faire le plein de confiance pour pourquoi pas continuer et enchaîner une série de résultats positifs. C'est là qu'on voit qu'ils ont un potentiel offensif inégalable, hein. Vraiment une équipe de galactiques en face. Quand ils veulent mettre des buts, ils sont inarrêtables. Personne ne peut rivaliser avec eux. Ouais, personne ne peut rivaliser avec eux si les joueurs
sont motivés, si les joueurs sont dans le bon tempo, si il n'y a pas de trop de fautes techniques, franchement, ça va être très difficile de rivaliser avec eux sur le plan offensif. Après, sur le plan défensif, j'attends parce que j'ai quand même vu quelques petites tergiversations de temps en temps sur le match où Orlando n'a pas su en faire bon usage. Mais bizarrement, là, j'ai vu une charnière différente de celle que j'avais vue dans C'est ce les que autres j'allais te dire. matchs. Et bizarrement, déjà, l'équipe paraît déjà un peu plus solide, un peu plus confiante pour subir et défendre. Donc, C'est exactement ce que j'allais dire. Déjà, on a vu la première titularisation de Nicolas Frere, l'Argentin qui vient des Newells. Attends, si je dis pas de bêtises. Non, de Unam. L'Argentin, ouais, qui vient des Pumas de Unam en Liga Mexico. Et il avait joué aussi à l'Olympiakos juste avant. Euh, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que cet Argentin, c'était sa première titularisation avec l'Inter. Il a 30 ans. Il a été recruté pour la modique somme de. Pourquoi je ne trouve pas? Ah non, c'est un prêt, excuse-moi, c'est un prêt. En tout cas, il y a une plus grosse solidité défensive qu'avec l'habituel titulaire qui est Krivtsev. Kritsev, là, l'Ukrainien. Mhm. Ça a été un peu plus. Kritsov. Kritsov. C'est ça. Et puis même Thomas Avilés aussi. Le jeune défenseur, lui, qui vient en provenance du Racing, pour 6 millions d'euros, tu vois, lui, il a apporté aussi une vraie solidité. Ça, c'est une nouvelle défense centrale, on va dire, mais qui a l'air mieux. Malheureusement pour eux, aussi, on a aussi appris aujourd'hui, enfin officiellement aujourd'hui, qu'ils ont perdu DeAndre Yedlin, côté droit, le défenseur droit et capitaine qui s'en va du côté de Cincinnati. Et on peut dire ce qu'on veut de DeAndre Yedlin. Au niveau de la MLS, c'est une grosse perte pour Miami. Et c'est un gros renforcement du côté de leur rival. C'est clair que Cincinnati se renforce. Ils ont vraiment tenu sur les 2 dernières saisons à vraiment s'atteler sur le secteur défensif, hein. Ils ont quand même récupéré Miles Robinson, Miles Robinson. Ils ont déjà titulaire Miasga, si je dis pas. Miasga, Voilà, bien sûr. Miasga. Là, tu récupères Yedlin. T'avais Celentano qui avait été élu, qui faisait partie des meilleurs gardiens de l'année. Si je Hmm. dis pas de bêtises. Je sais pas s'il a eu le titre ou c'était Roman Burki. Je me Non, rappelle c'est plus. Burki, c'est Burki. Mais voilà, ça reste quand même un gardien qui faisait partie de la meilleure équipe l'année dernière. Donc là, un renfort avec DeAndre Yedlin, ça rajoute encore plus de poids à ce secteur défensif. Et je pense que c'est une perte pour Miami quand on voit que tu vas renforcer derrière peut-être un de tes concurrents directs pour une place en playoff ou même en titre MLS en fin de saison. Et surtout que leurs seuls arrières droits qu'ils ont actuellement pour remplacer, c'est Harvey Neville, donc le fils de Gary Neville, si je dis pas de bêtises, et Israel Bothwright. Actuellement, là, inscrit en tout cas du côté de l'Inter Miami, les seuls défenseurs droits, c'est eux. Après, ils peuvent pourquoi pas avoir, tu sais, un Noah Allen qui joue arrière gauche, qui rentre souvent. Il peut être pourquoi pas placé à droite, je pense, tu vois. Et après, parce que Franco Negri, la recrue, il est actuellement blessé. Mais tu vois, Noah Allen, il a 19 ans, il est formé à Miami, et si je sais pas de conneries, je crois il a jamais joué en club de sa vie à droite. Attends, je regarde. Il a jamais joué à droite. Il a déjà joué par contre défenseur central. Écoute, s'il a un bon pied droit, pourquoi pas? Je pense qu'en attendant, j'espère pour eux qu'ils sont déjà focalisés sur une nouvelle recrue arrière droite. Pourquoi pas? Euh, J'y pense d'ailleurs. En vrai, en arrière droit, c'était pas Arrojo, tu sais, le Mexicain du Los Angeles Galaxy qui était parti au Barça Oui, l'hiver oui, dernier. c'est ça, oui, C'était exact. Arrojo, c'est ça, hein? Oui, c'était ça. Pourquoi pas, je sais pas qu'est-ce qu'il devient s'il est pas prêté. Pourquoi pas, ça peut être une bonne recrue en attendant, tu vois? Et puisqu'il me semble qu'il joue pas du tout et qu'il avait été prêté. Mais attends, je vais vérifier. Non, c'est pas Rojo. Mais c'était un truc du genre. Faut que je vérifie.
Pourquoi pas Bon. peut-être un nouvel ami de Messi, hein, qui sait? Ouais, et qui c'est qui vont ramener? Je sais pas. Peut-être pas un Sergi Roberto, parce que voilà, je C'est pense que c'est c'est compliqué. Julian Araujo. Ouais, oui, mais il est un des capitaines du Barça. Sergi Roberto, il est limite, je veux pas dénigrer. C'est un bon joueur. Enfin, c'est pas un. Comment dire? Il est pas assez fort pour le Barça à l'heure actuelle, mais c'est un très bon joueur, tu vois, quand même au Barça. Mais il serait même limite trop fort pour la MLS, tu vois. Par contre, bon, voilà. Bref. Si, c'est Julian Araujo, mais il est en prêt actuellement à Las Palmas. Donc Ok. bon, il joue, tu vois, il est parti. C'est bien ce que je me disais, il avait prêté parce il jouait pas du côté de Barcelone. Bon, on a fini pour l'Inter Miami. Tu voulais dire un dernier mot sur Orlando ou pas? Orlando très très décevant. Un Duncan Maguire pas à son aise, hein. Lui qui nous a fait une saison dernière monstrueuse. On sent que son transfert avorté lui a fait mal, hein. Ça, c'est le cas de beaucoup Exactement. de joueurs, hein. T'as aussi le transfert de Luis Muriel, son arrivée, son intégration dans l'équipe aussi, je pense qu'il va prendre quelques matchs. Ouais, j'ai senti quand même une équipe un peu naïve défensivement qui a laissé énormément d'espace. J'ai trouvé l'équipe, les lignes assez larges, étirées. Et c'est pas normal quand tu joues, quand tu sais que tu joues l'Inter Miami, tu sais que tu dois quand même garder une certaine assise défensive quand même. Hmm. Ok. Je crois que J'ai Mia est d'accord avec moi. Mia, Mi, à moitié. Ouais. Elle est d'accord. On va passer à les autres matchs qui se sont déroulés. Euh, c'était qui? C'était Montréal, c'est ça, hein, si Tout je dis à pas de fait. bêtises. Exact. Voilà, Atlanta Center. Montréal qui s'est imposé pour la première fois de la saison à l'extérieur de plus au FC Dallas. Donc on sait que c'est pas facile quand même d'aller gagner dans le Texas. Et là, ils ont réussi à le faire et en plus grâce à leur rentrant. Alors en fait, c'est parce que Opoku, il est sorti sur blessure, l'ancien joueur du LAFC. LAFC, merci. Il est sorti sur blessure et derrière, c'est Jules Anthony Vissin, un des joueurs montréalais, ben, formé, je crois, à Montréal même. Enfin, même s'il a fait des piges dans d'autres clubs, c'est c'est à Montréal qu'il a découvert la MLS. Il rentre à la 11e minute, donc c'est pas facile de rentrer au bout de 10 minutes comme ça. Bon, même si tu t'es échauffé 11 minutes, ça va, tu t'es quand même échauffé un peu avant, t'es encore un peu chaud, mais il fallait tout de suite se mettre dans le rythme. Et boum, il rentre, il a une occasion, frappe sèche, pleine et qui part fort. Et ça fait un 0 pour Montréal. Derrière, les hommes du FC Dallas vont égaliser juste avant la mi-temps, à l'instar de Peter Moussa, qui était à deux doigts d'être hors jeu, mais il inscrit, du coup, la grosse recrue du FC Dallas a enfin inscrit son premier but pour son premier match officiel, hein, Ouais, ouais. d'ailleurs, avec le FC Dallas. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que la semaine dernière, il était pas disponible à cause d'un problème de visa. Et enfin, l'attaquant uruguayen Martin Coccaro, avec la célèbre moustache à la Tom Bogert, est sorti à la mi-temps. Je ne sais pas si c'est sur blessure ou un choix tactique. En tout cas, c'est un choix tactique. C'est un choix de maître de Laurent Courtois, puisque Joseph Martinez est rentré et a planté à la 60e minute. Sur une Euh, contre-attaque d'école, hein. Vraiment, l'action était. ouais, ouais, un beau décalage. Et puis après, il est lancé côté droit. Hop, il met une petite frappe un peu piquée où le gardien sort et qui finit bien. Et une victoire, du coup, pour le CF Montréal, une belle victoire d'école et ça va faire du bien à nos joueurs montréalais et surtout à notre entraîneur français Laurent Courtois qui prouve actuellement qu'il est en train de redresser la barre avec Montréal même s'il sait qu'il a du travail. C'est clair que commencer par deux matchs sans défaite, pour un entraîneur qui vient d'arriver, qui est en train d'essayer de mettre en place ses idées, ça lui permet de faire le plein de confiance et de, du coup, légitimer un peu ses choix envers son vestiaire également, Mm. tu vois. Donc, moi, j'ai bien aimé le match de Montréal. C'est un bon match solide pour une équipe qui se déplace à l'extérieur. Les deux matchs, ils les ont disputés à l'extérieur, hein. À Orlando le premier et à Dallas le deuxième. C'est ça, donc tu te dis, peut-être que tu deviens une équipe qui va savoir peut-être voyager
hors de ses bases, qui va être capable de grappiller des points. On sait Ce que qui tous leur les était points sont dur l'an importants. dernier, hein. Exactement. Tant ils étaient forts à domicile, surtout. Mm. Donc si maintenant tu rajoutes à ça à l'extérieur que tu es capable d'accrocher certaines équipes, surtout que tu as joué Orlando et Dallas qui sont quand même des très bonnes équipes à domicile, hein. On s'en rappelle de la saison passée avec Orlando qui arrivait à battre les gros, notamment à domicile. Euh, j'ai bien aimé le match de Duke, le numéro 10. Ok. J'ai trouvé disponible, j'ai trouvé précis dans ses passes. Il a su faire jouer ses ailiers notamment. T'as pensé quoi de Kokaro? Moi, j'ai trouvé compliqué. Ok. J'ai trouvé son match dur, besogneux certes, un peu dans le duel, etc. Mais je pense que, bon, voilà, c'est pas non plus l'avancante qui me fait rêver. Je pense que Joseph Mm. Martinez va très rapidement s'installer à la pointe de l'attaque. Parce que sur les côtés, t'as Opoku, j'ai oublié comment ça. T'as Juan aussi qui a fait un excellent match sur son côté. Ok. Donc, non, non, t'as vraiment de la matière pour faire la différence côté Montréal et pour Laurent Courtois. C'est positif et ça lui permet du coup de continuer à travailler parce il y a encore du chemin à faire pour lui. Ok, donc j'ai deux questions. T'as pensé quoi d'abord du petit jeune Jules Anthony, du coup, pardon, Vilsan. excuse-moi, Vilsain? T'en as pensé quoi? Vu que, par contre, c'est vrai qu'il est rentré à la 11e, il est ressorti à la 77e, je crois, quand Exact, même. c'est ça, oui. Je pense qu'il avait peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Qu'est-ce que t'en as pensé d'abord? Bah, au-delà de son but, je l'ai trouvé présent quand même, hein. Ça a été un danger pour la défense de Dallas. C'est comme tu as dit, c'est pas facile de rentrer en cours de match aussitôt comme ça dans une rencontre. Je pense que son but l'a mis en confiance et lui a permis de continuer à être un danger permanent pour Dallas. Donc, non, non, bonne rentrée pour lui. Je pense qu'il a marqué des points et je pense il va continuer dans la rotation de Laurent Courtois, peut-être sur les prochains matchs. Et ensuite, tu parles de Laurent Courtois. Ma deuxième question, elle se pose sur le style de jeu de Laurent Courtois. Est-ce que tu as trouvé qu'il était similaire à celui de Wilfried Nancy de Columbus Crew quand on sait que euh, Laurent Courtois a coaché, pardon, la MLS Next Pro de Columbus Crew et surtout, donc, c'était l'équipe des jeunes, enfin, l'équipe, oui, le U23, on va dire. Euh, et surtout, ils avaient la même physiologie pardon, de jeu. Est-ce qu'il a gardé ses valeurs et ses principes du Columbus Crew ou pas? C'est compliqué à dire, je trouve. J'ai pas trouvé énormément de similitudes pour l'instant entre ce que Columbus fait avec Wilfried Nancy et ce que Laurent Courtois fait avec Montréal, mais je pense qu'il s'adapte aussi Le aux joueur? qualités de son équipe, c'est ça, aux qualités de son effectif. Je pense que déjà, c'est un gros message d'avoir donné les clés de l'équipe à Duke, hein, Hmm. qui est vraiment le meneur de jeu de cette équipe, le numéro 10. C'est par lui que passe le jeu. Et le Québécois aussi, Chouanière, non? Ouais, Choignard, c'est des leaders, ça fait partie des leaders de vestiaire, des joueurs d'expérience de cette équipe. Mais je pense que ouais, vraiment son choix, c'est de faire confiance à Duke, et pour l'instant, Duke lui rend bien sur les deux derniers matchs. Donc, je pense qu'on va plus voir une équipe un peu caméléon, capable un peu de s'adapter à son adversaire, et surtout va énormément profiter des flèches qu'elle a sur les côtés, avec Opoku, Vilsain, Juan par exemple. Je pense qu'on va beaucoup voir de ça. C'est drôle parce que Duke, Duke, il a fait le sens inverse. Il est parti de Miami quasiment au moment où, juste avant que Messi arrive. Donc c'est une recrue de l'an dernier de Montréal et on est en train de voir qu'il est en train de poser sa patte petit à petit sous les couleurs des Montréalais. Euh, En face, un petit dernier mot sur Dallas ou pas? On a quand même vu le retour aussi de Jesus Ferreira, hein, qui a remplacé. Je sais pas s'il a remplacé Moussa, je me rappelle plus. Non, je crois Je qu'ils non, ils ont vérifie. joué à deux. Ils ont joué à deux Oui, ils ont joué à deux. Il a remplacé Farrington. Mais on a pu voir le retour de Ferreira. Euh, Qu'est-ce que ça a donné avec Moussa? C'était compliqué. Ils ont pas réussi à. Bah, ils- on a vu que dans le duo, bah, Moussa était vraiment le point d'appui.
et que Ferreira pouvait tourner autour de Moussa du coup. Mais bon, après l'échantillon n'était pas non plus très très concluant. Je pense que Ferreira, il a pas encore 90 minutes dans les jambes. Il y a eu son histoire de départ avorté alors que lui était d'accord, le club était d'accord, qu'il normalement il devait partir du côté du Spartak. Mais c'est la MLS elle-même qui a refusé le transfert. Donc je pense que ça aussi, il va falloir peut-être avoir du temps pour le digérer. Euh, t'as aussi un coach qui avait quasiment la moitié de ses bons joueurs sur le banc, hein. Au final, quand tu regardes, il C'est a, clair. il lui Ah, aussi, ils ont toujours l'absence de merde. Velasco aussi. c'est ça, exactement, tu vois. Et on sent que lui aussi bricole, il est en train de mettre en place quelque chose, un nouveau système tactique. Ça va prendre du temps aussi pour que Dallas puisse enfin devenir cette attaque flamboyante qu'on aimerait voir. Ok, on sait qu'ils ont l'assise défensive, on sait qu'ils ont une défense très solide, mais il va falloir aussi montrer plus sur le plan de l'attaque. Et le coach a souhaité faire venir Moussa en ce sens-là, donc maintenant je pense qu'il va falloir laisser du temps pour qu'il puisse travailler tranquillement et pour qu'on puisse voir vraiment ce qu'il a envie de mettre en place du côté de Dallas. On est d'accord. On passe au match suivant. La slide suivante, c'était sur le match de Toronto. Toronto donc est en train de se reconstruire petit à petit. Ils ont finalement, malgré une expérience ratée l'an dernier avec leur duo italien, ils ont voulu continuer avec ce duo-là. Bernardeschi forcément et Lorenzo Insigne en leader sur le front de l'attaque. Et bon, peut-être que ça va marcher, hein, parce que mine de rien, ou alors peut-être qu'ils se sont dit que c'était pas tant les vacances que ça la MLS cette saison, et qu'ils se sont bien préparés, beaucoup mieux en tout cas, puisque Toronto s'est imposé hier soir face à New England sur la pelouse du Gillette Stadium, donc le stade de football américain de New England. Il y avait en plus, il y avait quand même pas mal de monde, hein, j'ai vu, franchement, il y avait une belle affluence pour un choc, je dirais pas que c'est un derby, mais New England, c'est très proche du Canada en tout cas. Et puis, ils ont remporté le match grâce à deux hommes clés, notamment Lorenzo Insigne pour son but magnifique, ou malheureusement, j'ai envie de te dire, pour New England, ils lui ont laissé beaucoup trop d'espace sur un ballon dégagé par la défense. Il a marqué d'une magnifique enroulée second poteau arrêté. Il a lobé le gardien. C'était comme on les aime, un but à la Insigne, Insignesque, je dirais même. Et le deuxième homme clé de cette équipe, c'est de Toronto, c'est le gardien Sean Johnston, qui a été tout simplement monstrueux. Donc là, on peut voir les stats, les stats du match avec 60% de possession pour le Revolution, 22 tirs à 8. Ouais, Revolution a surdominé. Ils ont même plus de XG. Mais derrière, au final, c'est Toronto qui l'emporte grâce notamment à leur gardien. Ouais, ouais, non, c'est clair que là, la victoire de Toronto est un peu quand même chanceuse, on va dire. T'as réussi à capitaliser sur le talent de Lorenzo Insigne qui te sort un geste magnifique dans un moment en plus où New England était en plus en temps fort. Derrière, donc du coup, tu laisses le ballon forcément à ton adversaire et toi tu procèdes en contre. Mais ça a été quand même un match avec beaucoup de déchets. New England Revolution, je les ai trouvés assez naïfs, un peu. Bon, après, ils ont quand même pas de chance, ils tombent sur un gardien qui est en état de grâce depuis le début de la saison. Mais Toronto, moi, ce que j'aime avant tout, c'est que ils repartent quand même dans un nouveau cycle. On a vu la saison dernière comment c'était compliqué. Pour l'instant, ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir le beau jeu, c'est déjà de retrouver un collectif, une équipe, une équipe tu vois, qui se bat tous ensemble, qui ne rechigne pas à la tâche. Et c'est ce que nous montre le duo italien en ce moment, hein. Mm. On voit que Bernardeschi il est totalement impliqué dans l'équipe. Il ne rechigne pas à faire les efforts, il fait les retours défensifs. Insigne, c'est pareil de l'autre côté. Et offensivement, eux aussi sont inspirés. Ils arrivent aussi à trouver des actions, à mettre le danger dans le cas adverse. Donc
C'est positif pour Toronto quand même, quand on voit d'où ils viennent, d'où ils sont. Mais bon, on va quand même, au fur et à mesure de la saison, peut-être en attendre un peu plus quand même de leur part. C'est un début de saison, donc forcément, on se satisfait déjà de voir que le collectif a l'air d'être déjà un peu plus là, mais Mm. on attend de voir dans la durée. Et tu sais qu'ils sont pas coachés par n'importe qui, mine de rien. Leur nouveau coach qui est arrivé donc cet hiver, John Herdman, pour le moment, du coup, à compter d'aujourd'hui, un bilan de une victoire et un nul en 2 matchs de MLS. Mais ce Britannique, il était quand même très, très, très connu, hein. Même nous, on le connaissait, on le savait pas. Il a d'abord coaché, tu sais, l'équipe de Nouvelle-Zélande chez les filles. Ok. Puis ensuite, l'équipe du Canada, avec laquelle bah, il a remporté un titre, si je dis pas de bêtises, il a gagné la médaille de bronze, voilà, c'est ça, au JO, devant la France en 2012. Je me rappelle très bien. J'avais bien les boules en 2012 et en 2016. Il a gagné 2 fois la médaille de bronze. Et ensuite, depuis 2018, il a été coach du Canada chez les hommes. Et c'est lui qui a qualifié, du coup, en tant que coach, le Canada à la Coupe du Monde 2023. Donc, qui était pas si dégueulasse que ça. D'ailleurs, son Canada, il était dans une poule Maroc, assez Belgique, Belgique, c'est ça, Maroc Croatie. et Croatie. Voilà, c'était une poule très, 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 très relevée, malheureusement pour eux. Très homogène, en fait, j'ai envie de dire. Mais ils ont failli gagner un match, si je dis pas de bêtises. Donc, ça aurait pu le faire, tu vois. Malheureusement pour eux, je pense que, en plus de la Belgique et de la Croatie, T'as eu il y a le l'avènement du Maroc. Maroc t'as eu le Maroc qui s'est révélé. C'est ça, c'est ça. Mais depuis la Coupe du Monde, il avait plus personne. Et écoute, il a décidé de rester au Canada et de prendre Toronto. Bon, c'est un homme d'expérience, c'est un homme de défi et qui sait relever la tête d'une équipe. Voilà, ça peut y faire aussi, tu vois, d'avoir de l'expérience comme ça C'est avec clair, John Herdman. c'est Je pense clair. qu'on va pouvoir se pencher dans les semaines à venir sur son cas. C'est un cas intéressant. Tu avais une fiche sur le gardien qu'on voulait souligner sur Sean Johnston. Sean Johnson, pardon. Depuis tout à l'heure, je dis Johnston, je crois. Non, c'est Johnson. Euh, Ben, Vas-y, hein. monstrueux. Tout simplement monstrueux, hein. Il y est pour grand dans la réussite de Toronto en ce début de saison, hein, on rappelle, eux aussi ont eu 2 matchs à l'extérieur, sans Oui, défaite. Sans défaite, hein. Il n'encaisse pas de but. Et en plus, hier, les 2 matchs en cumulé, il a 11 arrêts. 11 arrêts. Donc ça veut dire que c'est clairement lui, en fait, qui vient gagner les points de Toronto. Ça va leur faire du bien. On a dit qu'ils partent d'une feuille blanche, entre guillemets, avec le nouveau coach, avec une nouvelle façon de jouer, une nouvelle tactique, etc. Ben, avoir peut-être aussi un gardien de ce niveau-là pour l'instant va leur permettre de peut-être, pourquoi pas, prendre de l'avance, hein, sur leurs objectifs sur le long terme, hein, sur cette saison, mm, leur permettre d'avancer avec confiance et tranquillité pour continuer à bâtir ce nouveau projet. Et ben, Shane Johnson permet tout ça avec sa confiance débordante, et il est un peu, je pense que les adversaires ils doivent avoir un peu la haine de quand ils jouent contre lui. Je pense que il doit faire chuter en chute libre la confiance des attaquants ou des adversaires. Donc c'est positif pour Toronto. ouais, parce que mine de rien, bah, c'est un des gardiens, notamment de l'équipe des États-Unis. Bon, il est plus tout jeune, hein, il a 34 ans, mais il a réussi à maintenir la cage inviolée face à Cincinnati. C'est ça, hein, leur premier Oui, match, c'est ça? exactement, ouais. Donc face à... Ah, j'ai perdu son nom. Supporter Le Shield, MVP. le Non, MVP le Luciano MVP, Acosta. Luciano Acosta. Et Carles Rill, deux numéros 10 d'exception, on sait qu'ils ont un profil de buteur assez exceptionnel. Et il a réussi à maintenir sa cage inviolée à chaque fois. Donc c'est fort. Non, c'est fort. Bon, il n'a pas un jeu au pied exceptionnel. C'est pas sa principale qualité, mais en tout cas, sur sa ligne, il est monstrueux. Euh, Quelque chose à dire, un dernier mot sur leur adversaire, du coup, le New England Revolution. On sait qu'ils avaient très très bien démarré l'an dernier. Ils sont un peu plus affaiblis en fin de saison et on avait du mal à les voir aller loin en playoff, ce qui a été le cas. Bon, pour le moment, c'est un peu poussif cette saison.
Ouais, le début est compliqué. Tu te fais tabasser par DC United au premier match. Là, t'es censé prendre le max de confiance contre une équipe de Toronto qui était l'année dernière en déliquescence. Et tu trouves le moyen quand même de te faire surprendre. Euh, En fait, on a une équipe qui est totalement Carles Hill dépendante. Et quand Ouais, ça Carles c'est sûr, Hill n'est hein. pas en réussite, bah, on voit pas très bien qui peut leur permettre de sortir la tête de l'eau. Il y a quelques joueurs intéressants, j'ai oublié son nom, il a un nom compliqué, il s'appelle Shi, attends. Il porte le numéro 5 de leur équipe, attends, je vais te dire Euh, ça. Et Là, je lui, t'avoue, je l'ai pas de tête. ouais, j'ai plus le nom. Il est compliqué son nom, Chancel quelque chose. Le 5 de... Chancelay. Ch- Parce que non, Thomas Shankalai, Chancelay. Shankalai. Ouais, Ouais. c'est lui. Et il y a aussi Ah, mais Esmir, c'est l'attaquant argentin. ouais, Bayrak Tarevic aussi, qui sont Attends, un peut-être. attaquant qui est le numéro 5. Oh Ouais. mon dieu, c'est ignoble. Et t'as le petit jeune de Bayrak 18 ans, Esmir Tarajevic, ouais. Bayrak Tarevic, qui eux sont peut-être des joueurs à suivre sur la saison, surtout le petit Bakar Aktevic, qui m'a l'air d'être Tu vas y un. arriver. Bayrak Bayrak Ta... Tarevic. Bayrak Bayrak Tarevic. Tarajevic. Tu nous fais une Antoine là. Bayrak J'avoue, il est pas Tarevic. facile. Voilà, Bayrak Tarevic. Je pense que lui peut être quelqu'un sur le fil de la saison qui peut, pourquoi pas, de temps en temps, un peu prendre le relais de Carles Hill. Mais bon, je trouve quand même l'équipe assez faible, hein. On va pas se mentir. Sur le match d'hier, le seul joueur que j'ai trouvé intéressant, c'était vraiment Jones, qui a vraiment été intéressant du coup sur son Gauche. côté gauche, qui a mis en difficulté notamment Toronto à plusieurs reprises sur des déboulés. C'était en plus d'ailleurs la force du Revolution, hein, les saisons passées, où on voyait énormément les joueurs rentrer intérieurs pour laisser justement les côtés, les couloirs disponibles pour que Jones et Farrell puissent monter, Hmm. hein. Mais là, pour l'instant, c'est encore assez poussif. Assez poussif. J'attends de voir quand même sur les prochains matchs pour me faire un avis définitif. Mais en tout cas, c'est pas la meilleure des manières de commencer la saison en te faisant fumer par DC United et derrière perdre contre Toronto, quoi. C'est clair, c'est compliqué pour eux. C'est vrai que je viens de tilter. On disait que les clubs canadiens ont tous joué à l'extérieur jusqu'à présent, hormis le Vancouver qui a joué leur premier match à domicile. Mais pourquoi? Je viens de citer, bah oui, parce qu'on est en mois de mars et que à l'heure actuelle, il fait encore très froid au Canada et c'est surtout que c'est le CF Montréal et Toronto sont des stades quand même ouverts, tandis que le Vancouver est un stade quasiment presque tout Ouais, fermé, le tu sais. BC Play Le Stage. BC Place, voilà, tu vois, il est un peu à la manière du stade de Francfort. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils peuvent accueillir des matchs à l'heure actuelle. Alors que c'est un peu plus compliqué pour les clubs québécois, enfin Demandez au Real canadiens. Salt Lake, ils vont vous dire, hein. Dans la Ouais, MLS. un sacré fiasco ce match, hein. Ouais. Franchement, ils auraient pas dû jouer, hein. C'est clair, Hugo Lloris a découvert le soleil californien, puis la météo dans l'Utah, et ça, c'est pas top, c'est pas super. Le pauvre Hugo, et même Denis, qui vient du Gabon, le pauvre, il, il neige blanc. Non, il pleut blanc, comme Ouais, diraient il pleut certains. blanc et il neige blanche pour certains Colombiens. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Euh, on va passer au dernier match. Allez, Le go. dernier match est la dernière slide. C'était sur qui, mon ami? Sur qui c'était? Ah ben, non, si, c'était sur New York. New York Red Bull. En fait, on avait sauté totalement New York. On est passé directement à Montréal. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. New York. Le New York Red Bull qui s'est imposé à Houston. Résultat étonnant dans le sens où Houston, c'est encore une fois. Alors, ils ont pas perdu le premier match, si je dis pas de bêtises, mais n'a pas fait de résultat, n'a pas su faire un résultat positif à domicile, quand on sait que c'était la meilleure équipe de la saison l'an dernier à domicile. C'est alors ce qui peut les excuser, c'est qu'ils ont quand même joué des tours préliminaires de Ligue des Champions CONCACAF dans la semaine. Entre-temps, à chaque fois, entre les deux matchs de MLS, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais New York s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Houston grâce à notamment des
une possession, enfin comment dire, non pas une possession, plutôt une réalité devant le but beaucoup plus efficace, une efficacité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, et, euh, et grâce, c'est qui a marqué déjà Thomas? Tu m'as Alors, enlevé. je la remets si tu vas attendre. Ouais, excuse. T'as Elias Manoel qui égalise. Oui, c'est ça. Et Morgan après qui marque. Et Morgan est rentré du coup en première mi-temps. C'est un choix du coach qui fait sortir Stroud. Pas Jared, un autre. Patrick Stroud, si je Ok, dis pas de d'accord. bêtises. Qui fait sortir Patrick Stroud pour mettre Morgan. Et Morgan dynamite le tout. Et finalement buteur qui permet de donner la victoire au Red Bull. Ah oui, il rentre à la 34e, Lewis Morgan. Mais Lewis Morgan, c'est l'ancien joueur du Celtics, qu'on a pu voir aussi à Sunderland, mais également à l'Inter Miami, effectivement. Et puis, c'est l'Écossais, ouais, c'est ça. Et Elias Manuel, ben, lui, c'est l'une des très bonnes recrues de quelques saisons du New York Red Bull, l'ancien de Grêmio, qui est à 22 ans une des valeurs sûres, en tout cas, de New York. Ça, c'est sûr. Totalement. Totalement. New York est dans la continuité de sa fin de saison et cette saison, tu as en plus l'ajout de joueurs de grande qualité comme Forsberg qui te font Hmm. forcément passer déjà dans une autre dimension. Euh, le 4-4-2 du coach est totalement assimilé. Euh, Moi, ce qui m'a plu sur les deux premiers matchs, c'est notamment la relation entre le milieu et l'attaque. J'adore les deux milieux, Edelman et Amaya. Je les trouve ultra techniques, je les trouve ultra complémentaires et je trouve qu'ils arrivent bien à faire le lien avec Elias Manoel et Dante Van Zer, Hmm. qui eux aussi sont très intéressants sur ce début de saison. J'aime bien la complicité qu'il y a entre les deux, ils essayent de se trouver, ils essayent beaucoup de se chercher, de combiner ensemble. Donc non, non, c'est vraiment un début de saison très intéressant de la part de New York. Et t'aimes bien la complicité entre Nellis et Nellis? Les deux frères Sean et Dylan qui sont sur le notamment ben, il y en a un, en fait c'est bien ce qui est bien c'est qu'ils jouent à côte quoi. Il y en a un qui joue défenseur droit et l'autre axe droit donc ça c'est sympa. Et puis aussi on a eu le retour de John Tolkien mine de rien l'arrière gauche titulaire qui qui s'était fait blond pendant les playoffs et qui là s'est rasé. On dirait qu'il vient de partir à l'armée. C'est pas mal, ça nous fait bizarre de le voir comme ça. Et puis qui s'est bien engrainé avec c'est qui que tu nous as Franco dit? Escobar. Franco Escobar, c'est ça, l'Argentin, qui après, à la fin du match, ils ont quand même échangé leur maillot, mais c'était chaud à un moment donné pendant le match. Bon, après, ce qu'on peut dire de Houston, ok, ils ont perdu, mais ils ont quand même fait pas mal tourner. Enfin, il y avait notamment Hector Herrera qui était absent, le milieu central mexicain Amin qui Bassi est sur le banc. Amin Bassi, voilà, sur le banc qui est rentré qu'à la fin. Il a mis Segal en pointe, il a mis Ouais. Kovacic, titulaire, voilà. Bon, il avait fait tourner et puis il y avait quelques absents du côté Moi, de Houston. ouais, celui qui m'a manqué, je sais pas s'il est blessé. Bah Il y a oui, il est blessé. Quinones. Voilà. Oui, il y a Nelson Voilà, Quinones. c'est vraiment lui qui. Pour moi, c'est vraiment lui qui manque à Houston. Je les ai trouvés impuissants. On a l'impression sur des stats qu'ils ont quand même beaucoup plus dit que j'ai, mais ils ont eu beaucoup d'occasions sur peut-être les 5 dernières minutes, plus le temps additionnel, où là, ils ont réussi à avoir des occasions un peu plus nettes. Mais c'était énormément de frappes de loin. Ils avaient du mal à se rapprocher de la surface, en fait, au final adverse. Leur jeu, où on a l'habitude de voir avec Kvaratskhelia qui rentre énormément intérieur, qui laisse le champ à Dorsey pour Hmm. débouler sur les côtés. On l'a peu vu, ça a bien été compris par Tolkien d'un côté. On a eu Aliou qui remplaçait Quinones, qui a marqué malgré tout, mais que j'ai trouvé très brouillon. Très brouillon, peut-être pas le même profil de joueur, un peu, il était moins performant dans le 1 contre 1 que ce que Quinones peut faire. Donc non, non, c'est une victoire, je trouve, bien construite de la part de New York. Une victoire un peu de patron. Je sais pas si tu veux, Hmm. dans le sens où ils ont pas tremblé. Ils ont pas tremblé, ils ont su très bien gérer les moments clés de la rencontre. Et
C'est tout tranquillement qu'ils arrivent à faire la différence en profitant notamment d'une erreur de relance d'un joueur de Houston qui permet à Morgan de mettre ce deuxième but. Non, non, vraiment match complet de la part de New York. J'aime beaucoup ce qu'il propose sur ce début de saison. Et moi, je pense que ça peut être une des surprises de la saison. Franchement, je les vois bien arriver en playoff, mais sans passer par les barrages, mais se qualifier directement. Et assez facilement. Ouais, parce que ça fait 2 fois d'affilée que tu me dis, ouais, je veux parler de New York, je veux parler de New York, je veux parler de New York. Qu'est-ce qui te surprend donc chez elle et qu'est-ce qui te fait croire que c'est une équipe qui va aller loin cette saison? Bah, en fait, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils sont matures dans leur jeu. Ok. Alors que pourtant, quand on voit d'où ils venaient la saison dernière avec toutes les histoires, toutes les polémiques qu'il y a eu, on n'aurait pas dit, Entre, entre le coach et Dante Van Zer, notamment. exactement. Et là, j'ai l'impression de voir une équipe qui se connaît parfaitement, qui sait jouer sur ses forces, euh, qui est capable de gérer le tempo de la rencontre. Non, non, franchement, je suis surpris sur ce début de saison. Ça reste que 2 matchs, certes, mais sur ce petit échantillon-là, moi, je suis extrêmement conquis. Je suis extrêmement conquis. Je trouve que Forsberg n'en fait pas trop. Il n'est pas là à vouloir vampiriser tous les ballons, etc. Je trouve Hmm. qu'il s'intègre très bien dans le collectif. Et encore une fois, je te dis, moi, c'est le milieu de terrain Edelman Amaya qui me régale également. Dante Van Zer aussi très intéressant. Très Et intéressant. pourtant, hein, il plante pas. Très intéressant. C'est pour ça que je dis collectivement, ils sont bons parce qu'ils se cherchent. Manuel, Van Zer, Forsberg, Amaya aussi, qui peut venir combiner. Tu vois, il y a de la permutation, ça bouge sans cesse. Et en témoigne par exemple le but de l'égalisation de Elias Manoel, hein. C'est une récupération de Edelman qui donne à Amaya. Amaya qui joue dans les petits espaces avec Forsberg. Ils réussissent à décaler Van Zer. Van Zer qui fait un joli petit centre par-dessus la défense. Et Manuel qui conclut de la tête. Franchement, pour l'instant, c'est l'une des équipes qui m'a fait la meilleure impression dans le jeu. Dans le jeu, et je parle en termes de maturité. Pas en termes de qualité forcément, mais en termes de maturité, je les sens matures. Et avec ce 4-4-2 ou plutôt ce 4-2-2-2 un peu typique des équipes Red Bull, est-ce qu'ils te font penser du coup au Leipzig de Marco Rose et du coup en même temps c'est peut-être pour ça que Forsberg s'intègre bien et qu'il a les mêmes principes et les mêmes valeurs qu'à Leipzig ou pas? Bah, en fait, dans l'explosivité, je dirais non, parce que je trouve qu'ils sont. Ça manque quand même d'explosivité du côté de Mais New bon, York. après, ils peuvent pas avoir Voilà, Openda et c'est Xavi ça. Simons Mais et Benjamin Sesko, c'est vrai etc. qu'on Tu vois. on retrouve beaucoup ces joueurs qui sont attirés par l'axe. Tu Ok. vois, qui aiment combiner dans les petits espaces, etc. Ça, on le retrouve énormément, et c'est ce qu'on retrouve notamment avec Xavi Simons, Daniel Olmo, tu vois, ce genre de joueurs-là, vraiment, tu Et vois. au niveau du pressing, Au niveau du pressing, ça va. De temps en temps, ils arrivent à infliger des séquences de pressing fort, mais hmm, ils le font par période, ils le font pas tout le temps. Ils sont capables de faire le dos rond aussi, tu vois, d'évoluer dans un bloc bien compact, un bloc médian. Non, non, franchement, pour l'instant, ils m'ont régalé sur différents aspects du jeu et je les trouve vraiment matures. ok. Bon, parfait. Un petit mot sur pour conclure sur Houston ou pas? Ben, Hormis le fait qu'ils aient tourné, qu'ils avaient quelques absents. ouais, Houston, je t'ai dit, hein, je les ai trouvés naïfs, je les ai trouvés impuissants. Et j'ai trouvé que, voilà, on voit qu'il y a vraiment une équipe avec les titulaires et une équipe sans les titulaires. Quand tu enlèves les titulaires, t'as pas une équipe du même niveau. Et ça s'est Hmm. vu. Ils se sont fait assez facilement maîtriser par New York. Et j'ai l'impression que. En fait, j'avais l'impression d'avoir une équipe naïve. Tu vois, une équipe Hmm. naïve qui se fait piéger facilement. Et ils sont un peu tombés dans le piège de New York. Et New York a juste profité en fait des erreurs de Houston pour faire la différence au final. Parce que c'est un match quand même assez équilibré quand tu regardes dans le jeu. T'as pas vraiment une domination outrageuse une autre équipe. Mais sur la gestion des temps forts, temps faibles, c'est New York qui s'en est le mieux sorti.
Est-ce que, on va passer maintenant, on a tout conclu, on va passer surtout au classement et au calendrier, etc. et aux résultats. Ah, c'est vrai que tu avais une slide, je viens de la voir, de Noah Hale, c'est ça? C'est ça. Le Suédois en provenance de Match B. 93% de passes réussies. Ouais, c'est plutôt pas mal. 2 matchs joués en entier. 75 ballons touchés, c'est quoi? C'est par match ou c'est au total? C'est par match au total. Par match au total. Non, tu viens de me dire. Non. Dans un match ou au total C'est des deux matchs? non, dans chacun des matchs. Dans 75 ballons, 75 Par ballons de match. moyenne. C'est ça. Ok. Par match. 67% de duels gagnés, ouais, c'est pas mal. 5 ballons perdus et 23 passes réussies dans le camp adverse. Donc c'est le milieu de terrain, c'est ça, hein? Non, c'est défenseur central. Ah, c'est le défenseur C'est pour central, ça que c'est Noël. encore plus. Tu vois, c'est encore plus. En fait, Marquant. ouais, voilà, je voulais. Sur ce match-là, ça a été lui qui a été, je trouve, le plus intéressant et qui témoigne du coup de cette impuissance de Houston à se créer des occasions franches vraiment dans la surface sans passer par des frappes de loin. Mais je voulais récompenser au-delà de ça la défense de New York que je trouve vraiment très intéressante sur ce début de saison. Et il me semble bien réussir à contenir leurs adversaires. Donc voilà, c'était pour ça surtout que je voulais faire ce petit focus sur le jeune Suédois qui a été formé à Malmö, si je dis pas de bêtises, et qui est arrivé cette saison du côté de New York. Et je pense qu'il va lui aussi participer au renouveau peut-être de New York cette saison avec une volonté de ressortir de derrière par du jeu court et également du jeu dans le cas adverse. Ok. Eh ben, let's go. Maintenant, on a terminé. On va passer donc aux résultats finaux, pardon, de cette euh, deuxième journée déjà, exactement. Donc, on a pu voir que Columbus a fait égalité à Minnesota. Ils ont mené pendant tout le match sur encore un but de Cucho Hernandez. Et malheureusement pour eux, ils se sont fait égaliser à la 94e, 95e minute, je crois, à la fin du temps sur un corner et un but en toute fin de match. Minnesota, du coup, qui, mine de rien, on va voir après le classement, s'en sort bien sans leur coach Eric Ramsey qui va rejoindre, après la défaite de Manchester United à Manchester City, il va rejoindre désormais Minnesota. Fallait pas le C'était rappeler. désolé, mais bon, je te dis ce qui s'est passé, hein. Ensuite, Los Angeles, donc on en a parlé vite fait, qui s'est incliné lourdement au Real Salt Lake 3-0 sous la neige. Bon, je pense que c'est un match à oublier pour tout le monde, sauf peut-être pour Salt Lake, mais un match très spécial. L'Inter Miami, forcément, on en a parlé. Vancouver, qui a fait match nul pour leur premier match de la saison contre Charlotte à domicile. Chicago, qui s'est incliné face à Cincinnati. Première victoire pour Cincinnati la saison et première défaite pour Chicago, qui aurait pu obtenir, je pense, le match nul. Le Sporting Kansas, qui a fait match nul aussi face à Philadelphie. Houston, New York, on en a parlé. Saint-Louis, qui s'est imposé 2-0, première victoire de la saison pour les premiers de la conférence Ouest l'an dernier, face à New York City. Donc on voit très vite que, on se doute que La saison va l'enceinte, être longue non, oui, c'est ça, pour mais New surtout York, que l'enceinte de Saint-Louis est toujours une forteresse, c'est vrai. année après année. Colorado Rapid, Nashville, un partout. Toujours, au moins un premier point pour le Colorado et toujours un match nul pour Nashville. Montréal, Dallas, on en a parlé. Seattle, Austin, 0-0. Le seul match sans but de la semaine. San Jose qui s'est incliné lourdement à domicile face à Los Angeles. Enfin, Los Angeles a été réaliste. Ils ont eu beaucoup moins d'occasions que la semaine dernière et ils ont pu marquer. Et San Jose, la saison va être longue. Portland Timber, DC United, le premier enfin deux équipes qui ont fait très forte impression la semaine dernière, qui faisaient partie les premiers de leur conférence, qui sont neutralisés sur un spectaculaire match. Et enfin, on en a parlé, New England face à Toronto, qui s'est incliné. C'est bon pour nous. Merci à toi Thomas. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief de la Week 3. On espère pourquoi pas en plateau. On va voir si c'est possible, mais en tout cas, Ouais, on espère. on va essayer de faire un truc propre
Merci à vous de nous avoir suivis et retrouvez-nous la semaine prochaine pour le débrief de la MLS. Ciao, ciao! Ciao, ciao.